Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2643 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 30 octobre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec celui d'Antonio Silva, le défenseur portugais du Benfica. Il fête aujourd'hui ses 20 ans, bon anniversaire à lui, bon anniversaire également à tous ces autres joueurs là sur cette liste. Et il y a aussi Maradona qui aura eu aujourd'hui ses 63 ans, c'est qui nous a quittés il y a déjà quelques temps. Donc on pense fort à lui, à sa famille. N'oubliez pas que c'est quand même l'un des meilleurs joueurs bien sûr de l'histoire du football, le regretté Maradona. On continue, on va parler de tout ce qui s'est passé lors du week-end dans les gros championnats en Europe comme tous les lundis. Et on commence tout d'abord en France et on commence avec cet Olympico qui n'a jamais pu être joué hier. Donc la honte à ce qui s'est passé hier. Donc le match OM-OL ne se jouera pas ce soir après le caillassage du quart lyonnais. On va revenir sur cette soirée catastrophique tout simplement. Donc la vitre du bus lyonnais après son arrivée au Vélodrome. Donc Fabio Grosso est touché et saigne du visage côté OL. Les dirigeants sont furieux. Donc en gros, quand le bus lyonnais est arrivé du côté du Vélodrome. En gros, il était pris à partie par des supporters. Enfin, supporters, c'est un grand mot, les gars de Marseille, qui ont balancé des cailloux. Ils ont balancé plein de trucs sur le bus de Lyon, qui est complètement détruit. Mais c'est fou ce qui s'est passé. Donc, le quart de Lyon caillassé, Fabio Grosso blessé au visage. Donc, il a reçu, il y a une vitre qui a été cassée. Puis, il a reçu, je crois, la pierre, une canette et des bouts de verre. Et il était ensanglanté. Donc, là, c'est la une du journal. L'équipe, j'ai pas voulu vous montrer, les gars, la une, parce que les quand même pour moi choquante comme cette une où c'est j'ai juste pris le bas et en gros c'est le visage de Fabio Grosso et ensanglanté, vraiment il est plein de sang. Vous pouvez voir cette photo bien sûr sur les réseaux sociaux. J'ai pas voulu vous la montrer parce que pour moi elle est quand même c'est choquante cette photo. Donc le dégoût et la honte en une du journal L'équipe aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé, c'est complètement fou. Donc Fabio Grosso, comme j'ai dit, il était ensanglanté quand il est arrivé au stade Vélodrome. Donc il a reçu quand même 12 points de suture. C'est une canette qu'il a atteint, mais bon, la canette a brisé bien sûr la vitre et les bouts de verre sont allés sur lui, puis du coup c'est pour ça qu'il saignait. Il arrivait vraiment le visage en sang, il avait les mains pleines de sang, tout ça. On parle de football, les gars, c'est fou comme ce qui s'est passé. Donc une photo de lui là, un peu moins choquante parce qu'il n'y a pas de sang, mais on peut voir le gros strap, le gros strap, tout simplement le pansement qu'il a sur le visage. Donc 2 pavés ont été envoyés sur le bus lyonnais. Donc Grosso est lourdement touché, réunion en cours pour la tenue du match, si ça pouvait se jouer ou non. Logiquement ça s'est pas joué, on va en parler, parce que ça peut pas se jouer un match comme ça, les gars, avec ce qui s'est passé avant. Le coach est bien sûr complètement choqué. Regardez là, on peut voir Alexandre Lacazette et Grosso, après avoir été soigné. Donc il allait, on ne savait pas encore là à ce moment-là du match il allait être joué ou pas joué. Bon, la meilleure solution bien sûr c'est qu'il n'a pas pu être joué, cet Olympico. Et François Le Texier qui était l'arbitre, normalement l'arbitre du match, donc il a fait une conférence de presse à la suite des constatations des blessures des membres de Lyon. Le club ne souhaitait pas que la rencontre ait lieu. On a alors appliqué le règlement concernant la blessure d'un acteur du jeu. Même si c'est pas un joueur, Grosso, c'est quand même quelqu'un majeur du match, tout simplement. C'est l'entraîneur de l'équipe de Lyon. Donc c'est pour ça que le match n'a pas pu se tenir. Donc le Texier dit que c'est les joueurs de Lyon qui ne voulaient pas jouer. Et John Textor, donc lui, le président de l'Olympique lyonnais, propriétaire, vous savez. Donc lui, il a dit plutôt que les joueurs étaient OK à jouer. Donc on ne sait pas c'est lequel qui donne raison ou non. Donc, John Textor, il a dit Fabio a reçu un avis médical, il n'arrive pas à tenir une discussion, il ne se sent pas bien. Il a reçu aussi des bouts de verre. Je suis en colère, très en colère. Notre coach avait challengé notre équipe. Nous voulions jouer. Il dit nous voulions jouer, alors que l'arbitre du match dit que l'équipe de Lyon ne voulait pas jouer. Donc on ne sait pas qui dit raison. Bref, donc il n'y a rien de pire que ce qui s'est passé ce soir. Bien sûr, on peut le comprendre. La vitre du quart qui était proche de Fabio Grosso a explosé. Fabio a ensuite pris une bouteille de bière dans la tête. Voilà, c'est peut-être ça, déjà peut-être un caillou qui a cassé la vitre. Puis après, il n'y avait plus de vitre. Puis après, c'est plutôt peut-être une canette de bière en verre qu'il a pris dans le visage. Donc ces blessures viennent de là, c'est inadmissible. Bien évidemment que c'est une honte tout simplement. Et du coup, le match, logiquement, a été annulé. Pourtant, il y avait déjà tout le monde dans le stade. Tout le monde a dû quitter le stade. Regardez le message qu'il y avait. Chers supporters, le match n'aura pas lieu ce soir. Nous vous demandons de bien vouloir vous diriger vers les sorties dans le calme et de suivre les consignes des stadiers. Donc le stade s'est vidé dans l'espace de quelques minutes. Et concernant l'Olympique de Marseille, parce que là c'est comme grave ce qui s'est passé, donc l'OM ne devrait pas connaître de sanctions sportives suite aux incidents du soir. Pourquoi ? Parce que les faits se sont déroulés à l'extérieur du stade, c'est pas à l'intérieur. C'est vrai que ça aurait été à l'intérieur, la Marseille aurait vraiment mangé, je pense, aurait pu avoir déjà un match perdu sur tapis vert, puis certainement des points de retrait avec une grosse amende. Mais vu que ça s'est passé en dehors du stade, Marseille ne sera pas sanctionné. Voilà. Donc ça c'est peut-être juste la seule bonne nouvelle pour l'OM. Donc le match sera rejoué certainement. Enfin c'est pas certainement,
c'est sûr. À une date ultérieure, après ce qui se jouera à huis clos ou non, ça je ne sais pas pour l'instant. Donc il y avait des bus, des bus des joueurs et les bus aussi des supporters, parce qu'il y avait aussi pas mal de supporters lyonnais. On fait le déplacement du côté du Vélodrome, et par exemple les bus c'est pareil, les bus de Lyon, des supporters ont été aussi caillassés. Regardez là, c'est un bus des supporters lyonnais, on peut voir qu'il n'y a plus de vitres, on voit à l'intérieur du bus. Normalement c'est teinté les vitres, donc voilà, pour dire qu'eux aussi ont reçu beaucoup de cailloux. Au moins 3/4 de supporters lyonnais ont été violemment caillassés du côté de Marseille. Et un conducteur de bus lyonnais, parce qu'il y en avait plusieurs, donc il a dit des supporters marseillais étaient autour des bus, ils frappaient contre l'écart en chantant plus de 50% des bus sont détruits, il n'y a plus de vitres, les portes ne ferment plus, nous ne savons pas comment on va faire pour ramener 600 supporters à Lyon. J'ai eu la chance car le mien n'a pas été endommagé, mais je voyais les véhicules de mes collègues en train de se faire caillasser, parce que c'était un cortège, il suivait bien sûr les bus des supporters lyonnais, puis lui, son bus n'a pas été caillassé, mais les autres supporters ont été énormément caillassés. On peut voir voilà, comment ça, le bus après, comment ils étaient. Et concernant les joueurs, comment ils sont partis vu qu'ils n'avaient plus de bus, les joueurs de Lyon. Donc les joueurs de Lyon attendent que le car soit rafistolé pour quitter le Vélodrome sous escorte. Donc ils ont essayé de faire des réparations, voilà, fortune on peut dire, pour quitter le stade en bonne sécurité. Et Jérôme Alonso sur l'équipe, il a dit par rapport au bus lyonnais, on était très proche du drame parce que là, c'est vrai que c'est du sang, c'est choquant. Mais c'est quoi la prochaine étape? C'est qu'il y aura quelqu'un qui va se faire tuer tout simplement. Donc voilà, ça monte crescendo et c'est fou les gars. Et ça c'est encore une très mauvaise image quand même pour le championnat français. Là il y a quelques semaines ça a été un pétard jeté. On sait qu'il y a eu pas mal de débordements les années précédentes, souvent dans des matchs et tout. Et c'est que dans les autres championnats les gars, ils disent que le championnat de Ligue 1 c'est n'importe quoi. Bien sûr ce qui se passe, la preuve avec ce qui s'est passé hier. Et on pense aussi aux supporters de l'OM. Parce qu'il y en a qui habitent à Marseille, donc ils sont venus, ils devaient être déçus, mais il y en a qui habitaient, il y a des supporters de l'OM qui viennent, j'en sais rien, qui font 500 km, même des fois des 1000 km aller-retour, qui ont payé le péage, qui ont payé des Airbnb pour rester après sur Marseille, ils n'ont pas pu voir le match. Et là, bien sûr, c'est dur. Regardez ce supporter à cause de petits. Bon, on peut voir là la petite insulte. Donc, qui ont caillassé un bus. Donc, bien sûr, ils étaient tous déçus, les supporters de l'OM, parce qu'à cause de quelques personnes, le match a été annulé alors que beaucoup de personnes étaient venues. En plus, vu que c'est les vacances scolaires, il y a pas mal de jeunes qui sont venus, d'enfants, sont venus regarder bien sûr cette rencontre. Et Igor Tudor, il avait dit à l'époque, l'OM c'est un très grand club, mais ces situations le rendent tout petit. Voilà, ces situations, par exemple ça, c'est que c'est un grand club, bien sûr l'OM, mais ce qui se passe de temps en temps, voilà, ça, de caillasser le bus. La Réunion, le dernier coup, là, c'est ce qui rend des fois le club plus petit. Donc, c'est Igor Tudor qui avait dit ça, et c'est vrai qu'il a peut-être raison. Et Pablo Longoria, il a dit c'est inadmissible à mes pensées. Tout d'abord à Fabio Grosso, je suis en colère. Ce qui s'est passé n'a pas sa place dans le football ni dans la société, bien évidemment. Et Longoria, après le report du match, a gâché une fête à 65 000 spectateurs parce que c'était une grosse affluence soir, vu que c'était quand même Lyon en face. Donc voilà, c'est comme un choc de la Ligue 1. Donc voilà, c'est triste. Et il y a eu un communiqué officiel de la part de l'homme à cause d'une poignée d'inconscients. La fête prévue ce soir a été gâchée et a privé 65 000 supporters d'assister à un match de football. Donc l'Olympique Lyonnais, les gars, annoncent eux dans un communiqué porter plainte suite aux incidents survenus à Marseille. Donc ils portent plainte contre X. Voilà, on espère que ceux qui ont jeté les cailloux soient identifiés. Et la même chose pour l'OM, Lyon et Marseille. Marseille porte également plainte contre X suite aux incidents d'hier. Et Amélie Oudéa Castera annonce sur X que 7 potentiels suspects ont été interpellés après les incidents à Marseille. Donc il y a des personnes qui ont été interpellées après. Est-ce que c'est eux ou non qui ont jeté les cailloux? Je ne sais pas. Mais ouais, il y a quand même 7 personnes qui ont été arrêtées après cette soirée. Toujours sur ce match, qui n'a pas joué, mais bon, il s'est passé énormément de choses. Donc les joueurs et staff de Lyon sont venus saluer les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement. Donc c'était dans le stade vide parce que le stade avait été vidé. Et les joueurs sont sortis du vestiaire, ils sont partis saluer les supporters lyonnais. Il y avait plus de 600 supporters comme lyonnais hier. Et c'est vrai qu'on a vu aussi des choses qu'on ne devrait pas voir dans le parcage lyonnais. Donc des supporters lyonnais ont effectué des gestes racistes en parcage au Vélodrome ce soir. Voilà, donc je vous montre ce qu'il y avait quand même quelques photos confutées, puis il y en a plein d'autres, j'en ai juste sélectionné quelques-unes. Donc voilà, vraiment ça c'est une triste image quand même du championnat français, ce qui s'est passé hier. Donc voilà, concernant cet Olympico qui se rejouera à une date ultérieure. On continue les gars, mais cette fois-ci on va parler football, des matchs. Donc on commence avec Brest contre le PSG, c'était hier et le PSG s'est imposé 3-2 du côté de Brest. Donc le PSG menait 2-0, ils sont revenus à
de Brest. Et Mbappé en toute fin de match, il a été buteur, tout simplement. Kylian Mbappé avec un but inscrit sur pénalty. Du coup, ça fait une victoire 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Les statistiques du match: 17 tirs pour Paris, 10 tirs cadrés, 3 buts, plutôt efficace. Brest, c'est plus de 20 tirs. Ils ont fait beaucoup de tirs, ils ont plus tiré que le PSG. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de buts, comme 5 buts dans la rencontre. Et là aussi, ça a été une victoire sous tension. Bon, c'est moins grave qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr, du côté de Marseille. Mais c'était très chaud à la fin du match. Je ne sais pas si vous avez suivi le match. Pourquoi? Parce que Mbappé, il y avait 2-2, il marque le but du 3-2 en toute fin de match. Et il chambre en gros le public du stade brestois après son doublé. Et voilà, c'est un petit peu dégénéré. On peut le voir là, Kylian Mbappé, où il fait chute, il fait 3, le PSG a gagné 3-2 contre l'équipe de Brest. Puis bien sûr les supporters de Brest qui prennent un but en toute fin de match, ils l'ont très mal pris et ça commence un petit peu à dégénérer, heureusement. Ça s'est pas non plus enflammé, mais bon voilà. Et on peut voir la réaction de Wilfried Mbappé après le chambrage de son fils aux supporters, parce qu'il était là, le père de Mbappé. On peut voir que je pense qu'il va lui tirer les oreilles à Kylian Mbappé. Enfin, il a dû lui tirer les oreilles parce qu'il n'apprécie pas trop ça, bien sûr, le père de Kylian Mbappé, par rapport à l'attitude de son fils, tout simplement. Et la réponse de Kylian Mbappé à Bertrand Latour, journaliste de l'équipe, qui dénonçait la colère du capitaine tricolore envers les supporters brestois. Donc Bertrand Latour, il a dit, c'est quelqu'un qui travaille sur la chaîne L'équipe, il a dit: un capitaine de l'équipe de France ne devrait pas faire ça, de chambrer en gros une autre équipe. Voilà, c'est Bertrand Latour qui a dit ça. Et Mbappé a réagi sur son compte Twitter. Il a mis: bien sûr, et j'aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Ils insultaient surtout Hakimi. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football, peu importe le niveau. Donc voilà, tout simplement ce qu'il a pu répondre à Mbappé, à Bertrand Latour, qui disait que capitaine de l'équipe de France n'a pas le droit de chambrer comme ça tout simplement une équipe. Donc là aussi, j'ai dit que c'était très très chaud à la fin du match lors de cette rencontre. Et Danilo sur le chambrage de Mbappé: c'est normal, oui, il était en colère à cause du public, à cause des chants des supporters. Donc RMC Sport explique que les chants visant Achraf Hakimi, proche de Mbappé, on sait qu'Hakimi et Mbappé c'est des grands copains, et en gros les supporters de Brest insultaient Hakimi, et c'est pour ça qu'Mbappé il a un petit peu disjoncté, c'est pour ça qu'il a voulu chambrer les supporters de Brest, parce qu'il il qualifiait les supporters de Brest, qualifiaient d'Achraf Hakimi de violeur, parce qu'on peut voir c'est un i à la place du petit astérix, donc violeur. Donc ont également été entonnés par le public, donc c'est pour ça qu'Mbappé tout simplement à chambrer. Donc voilà ce qui s'est passé hier du côté de Brest. Et Hugo Magnetti, donc c'est un joueur de Brest, sur le chambrage de Mbappé: petit manque de classe, ça agace, ça sera dans les têtes pour le match retour. J'espère qu'ils auront le courage de faire la même chose, de chambrer aussi contre le Bayern ou le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Et Eric Roth, donc c'est l'entraîneur de l'équipe de Brest, il doit être au-dessus de tout ça. Donc il a dit: il y a beaucoup de stades où ça aurait pu vraiment dégénérer avec son chambrage hier. Donc c'est vrai que c'était Brest, mais peut-être, je sais rien, peut-être à Marseille, imagine il fait ça à Lyon, Marseille, là peut-être ça aurait pu vraiment dégénérer. Il a dit: il y a des choses que tu ne dois pas faire quand tu es un joueur de haut niveau. Donc voilà, du côté de Brest, ils n'ont vraiment pas du tout apprécié tout simplement le chambrage de Kylian Mbappé. Donc là on a encore parlé quasiment d'encore football, hors football, parce que là c'est du chambrage tout ça. Mais niveau stats, les gars, Mbappé il a marqué un doublé et il a inscrit son 250 et 251e but du côté de sa carrière, en gros, que ce soit Monaco, tout ça. Donc à 24 ans, c'est fou. Donc il a marqué en tout 251 buts et 98 passes décisives. Donc décisif en 349 fois, en 332 matchs depuis le début de sa carrière. Les stats sont quand même exceptionnels pour Kylian Mbappé. Donc 27 buts à Monaco, 224 maintenant au PSG, parce que 250 c'est quand il a inscrit le premier but, vu qu'il en a inscrit un doublé. Donc il a 251 maintenant de buts dans sa carrière. Et Mbappé, tiens, ça c'est un truc qui est fou aussi, a inscrit son 250e but en club à l'âge de 24 ans et 313 jours. À titre de comparaison, Léo Messi avait atteint le même palier, donc 250 buts à l'âge de 24 ans et 315 jours. 2 jours plus tard seulement que Mbappé. Donc en gros Mbappé il est sur les mêmes traces, on peut dire, que Léo Messi en termes de buts inscrits. Voilà, c'est complètement fou cette statistique. On a parlé d'Mbappé, mais il y a aussi pas mal de Parisiens qui ont été bons, comme Barcola, passeur, première passe des premières fois qu'il est décisif depuis qu'il a rejoint le PSG. Warren Zaïre, buteur, quel but, 17 ans, bien sûr, un jeune pépite. Kangin également passeur, Mbappé buteur, c'est que c'est des jeunes joueurs du côté de Paris, et la plupart ont été décisifs. Et voilà, pour revenir les gars sur Warren Zaïre, donc mercredi, il nous fait une double passe D contre l'AC Milan, élu homme du match. Et hier, buteur. C'est lui qui ouvre le score. En plus, une grosse frappe lointaine. Quelle semaine exceptionnelle pour Warren Zaïre. Pour moi, il y a de fortes chances de le voir. Le 8 novembre, 8 novembre, les gars, ça sera la liste de Deschamps dans cette liste, tout simplement, pour les 2 prochains matchs des Bleus. Et Luis Enrique se protège de la pluie à Brest. Regardez sa veste avec des petites lunettes là. Et en gros, ça ressemble beaucoup
comment dire, au tifo des supporters qui n'avaient pas prévu, hein, bien sûr. Regardez le tifo des supporters brestois en bas, on a l'impression que c'est tout simplement Luis Enrique. On continue les gars, on va parler de Rennes contre Strasbourg, un partout. Truffert, beau but de Truffert contre un but de Motiba en fin de match. Du coup, ça fait partage des points, ce qui n'arrange pas du tout l'équipe du Stade Rennais qui doit normalement s'imposer bien sûr à domicile, surtout depuis que 20 tirs, ils doivent gagner le match. Donc Rennes est finalement accroché jeudi, donc les Rennais concèdent une nouvelle fois le nul et n'ont plus gagné en championnat depuis le 1er octobre. On est le 30, en gros, ils n'ont pas gagné. Voilà, sur ce mois, enfin, ils avaient gagné le 1er octobre, et depuis, ils n'ont toujours pas gagné. C'est dommage pour cette équipe de Rennes qui fait beaucoup de nuls. On sait que les nuls, t'avances pas trop au niveau classement. Et en 10 journées de championnat, Rennes ne comptabilise que 2 victoires. Bon, ils ont très peu perdu, mais ils ont fait énormément de matchs nuls. Je crois que c'est l'équipe qui a fait le plus de nuls du côté de la Ligue 1. Lille contre Monaco. Lille s'est imposé 2-0. Cavallero et Diakité, les deux buteurs. À l'espace de 10 minutes, ils ont marqué 2 buts et du coup, ils se sont imposés 2-0 à cette équipe de Lille qui est très forte à domicile. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, ils ont pas eu 7 tirs, voilà, beaucoup moins, la moitié par rapport à Monaco qui a eu plus de 16 tirs quand même Monaco, mais c'est Lille qui a été plus efficace que l'équipe monégasque. Une petite photo, tiens, on peut voir que le toit était fermé hier pour bien sûr cette rencontre vu qu'il y avait un mauvais temps du côté de Lille. Lens contre Nantes, grosse victoire des Lensois 4-0, Sotoka doublé, Medina buteur et El Ayenoui buteur également, premier but pour lui. Du côté de la Ligue 1, les stats de la partie, bon il n'y a rien à dire, bien sûr Lens mérite totalement sa victoire avec plus de 7 tirs cadrés alors que Nantes c'est seulement une frappe cadrée. Et après un début de saison plus que compliqué, Lens vient d'enchaîner un 8e match sans défaite. Je me souviens ce match contre Séville, j'en avais parlé également, Séville je vous parle, il y avait eu un partout, j'ai dit en plus ils enchaînaient défaite sur défaite, j'ai dit que ça peut être un match déclic. Ils ont eu ce match déclic parce qu'ils n'avaient pas perdu à Séville, puis depuis ils n'ont pas perdu, ils ont fait 4 victoires, 3 nuls depuis ce match où ils avaient fait un partout du côté du FC Séville. Et on va parler de ce joueur les gars, quel footballeur comme ce Facundo Medina, donc buteur hier, mais quel joueur, j'ai pu voir quelques matchs de Ligue des Champions de ce joueur les gars, ça va être compliqué pour Lens les gars de le conserver la saison prochaine parce que je pense qu'il peut être, qu'il y a pas mal de grosses équipes qui peuvent s'intéresser à son profil. Il y avait un Reims-Lorient hier, Reims s'est imposé 1-0 en toute fin de match grâce à Wilson Esbran, voilà 84e minute, donc parfait pour le stade de Reims avec cette petite victoire mais qui donne 3 points au classement. Montpellier contre le Toulouse, grosse victoire des Montpelliérains 3-0 à Toulouse les gars, après en avoir pris 5 à Anfield à Liverpool, mais ils en prennent 3, ils ont pris quand même 8 buts sur leurs 2 derniers matchs à l'équipe de Toulouse. Donc Adams doublé et Fayad buteur, donc les statistiques de la partie. Et pour revenir les gars sur Adams, il nous fait un gros début de saison, donc lui déjà il est arrivé du côté de Montpellier, c'est le joueur en gros pour remplacer Liwaï qui est parti du côté de Lens, et il a déjà inscrit son 3e doublé de la saison, il a 7 buts, donc voilà. Plutôt prolifique et il est déjà donc à 10 matchs joués en Ligue 1 et déjà 7 buts inscrits pour cet attaquant nigérian qui évoluait je crois l'année dernière du côté du Danemark, donc dans un club danois, donc ça se passe très bien pour lui. Il y avait pour finir le dernier match à Metz contre le Havre, bon pas grand chose à dire, 0-0 entre ces deux équipes. Du coup tous les résultats de cette journée de Ligue 1, bon on a parlé de tous les matchs, juste Nice contre Clermont on avait parlé samedi bien sûr, donc Marseille on sait que le match est reporté, il n'est pas sur tapis vert, c'est plutôt reporté ce jour à une date ultérieure. Et le classement, donc Nice devant le PSG, Monaco 3e, Lille 4e et Reims 5e, donc Lyon est avec 3 points toujours, mais bon Lyon a un match en retard j'ai dit par rapport à toutes les autres équipes. Donc voilà tout ce qu'il va dire en Ligue 1. On passe cette fois-ci du côté de la Première Ligue, et là aussi beaucoup de choses à dire. Tout d'abord le derby de Manchester, c'était hier, Manchester United contre Manchester City, et City bien supérieur à United, 3-0, Erling Haaland doublé et un but de Phil Foden sur une passe D de Erling Haaland décisif sur les 3 buts, l'attaquant norvégien. Donc voilà, bon ça a été un match à sens unique, plus de 21 tirs pour City, 10 tirs cadrés, ça fait 3 buts, il y a eu 7 arrêts comme de Onana, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd. C'est fou City les gars, depuis quelques années il n'y a rien à dire, Manchester est bleu parce que City à chaque fois prend l'ascendant sur son voisin de Manchester United, et Haaland offre le derby à City parce que j'ai dit il a fait un gros match. Donc tout d'abord il marque pour la première fois à Old Trafford parce qu'il a déjà joué bien sûr des derbys, mais il avait été toujours buteur à domicile, et là il a été buteur à l'extérieur du côté de Old Trafford, et du coup comme je dis même doublé pour lui et une passe D, donc homme du match bien évidemment, il est décisif sur les 3 buts Erling Haaland. Et Haaland dans les derbys de Manchester, donc 4 matchs et déjà 5 buts et 3 passes D, il est déjà décisif sur 8 buts en 4 matchs, il est décisif 2 fois par match lors des rencontres contre le voisin de Manchester United. Il fait très mal bien sûr au Red Devil. Erling Haaland, quelques photos de lui avec Pep Guardiola sous la pluie qu'il y avait hier du côté de Manchester. Donc voilà, belle connexion bien sûr entre Pep Guardiola et son joueur. Regardez là, quand Haaland a fait la passe, le caviar donné à Phil Foden, donc il a fait comme ça avec le bras, vas-y va célébrer, tu peux aller célébrer, c'est moi qui te fais la passe mais c'est toi là qui viens de marquer, donc c'est à
C'est toi, les caméras sont sur toi. Et cette saison, les gars, Erling Haaland a inscrit autant de buts en championnat que Manchester United. Il a inscrit son 11e but, 10e et 11e but hier. Et Manchester United a inscrit également 11 buts en championnat. Alors que lui, c'est lui tout seul, Haaland, qui a 11 buts. C'est fou. Et depuis qu'il a rejoint la Première Ligue, donc c'est 45 matchs en Première Ligue pour 47 buts si on prend en compte aussi la saison dernière. Donc, là aussi, on parle du plus gros championnat au monde, un championnat très compliqué. Il pulvérise tout simplement. Erling Haaland, et s'il continue comme ça, j'ai pas peur de le dire, je le dis déjà depuis pas mal de mois, il deviendra le plus grand numéro 9 tout simplement de l'histoire du football. Toujours avec lui, on peut voir avec Grealish, on peut voir avec Bernardo Silva et Jérémy Doku aussi, l'ancien Rennais, qui est complètement acclimaté, on peut dire, du côté de cette équipe de City. Tiens, toutes les notes, tout le monde a une grosse note à Haaland, une note de 9.2, voilà, Grealish 7.4, voilà, bon, je vais pas noter, enfin, je vais pas vous dire toutes les notes, vous pouvez voir, mais bien sûr, tout le monde a fait son match du côté de City. Reste calme, Manchester est bleu, Jérémy Doku, Anthony sur Instagram, voilà Doku, regardez sur sa story Instagram par rapport à Anthony, parce qu'il y a une petite embrouille entre Doku et Anthony, il a dit reste calme, Manchester est bien bleu par rapport à cette victoire 3-0. Et si on pouvait retenir une photo du côté de Manchester United, celle-là de Marcus Rashford complètement dépité à la fin du match. Mason Mount, on peut le voir là avec son numéro 7, les gars, qui a les mains sur la tête après cette grosse défaite, quand même 3-0 à domicile, c'est quand même en plus contre le voisin. C'est compliqué, bien sûr, mais après voilà, City est tellement fort, c'est compliqué. C'est une stat aussi qui va faire mal à Manchester United. Depuis la retraite de Sir Alex Ferguson, donc il y a à peu près 10 ans, Manchester United compte autant de défaites à Old Trafford qu'au cours des 26 années que l'ex-entraîneur a passé chez les Red Devils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'est fou. Donc défaite de Manchester sur Sir Alex Ferguson en 26 ans quand il a entraîné l'équipe de Manchester United. Il a perdu 34 fois à domicile, en 26 ans je vous parle. Et là, en 10 ans, Manchester United a perdu également 34 fois. Mais 10 ans et 26 ans. Vous pouvez voir, c'est quasiment 3 fois plus donc, en année. Donc voilà, pour vous dire que depuis qu'il a quitté, qu'il ne sait plus le coach, voilà, c'est compliqué pour Manchester United. Avant, les gars, quand Ferguson était l'entraîneur, il finissait soit premier, soit deuxième, soit troisième. Voilà, il finissait jamais très loin au classement, que là on sait que des fois, mais finissent loin au classement. Cette équipe de Manchester. On continue avec Liverpool contre Nottingham Forest et Liverpool s'est imposé 3-0. Jota, Nunez et Mohamed Salah ont été les 3 buteurs de ce match. Qui est à sens unique. Liverpool qu'on a passé 5 il y a quelques jours à Toulouse, ils en passent 3 c'était hier. Et du coup, 8 buts inscrits sur leurs 2 derniers matchs, 21 tirs pour Liverpool qui aurait pu aggraver le score. Mais bon, 3-0, c'est déjà une belle victoire. Salah buteur, donc cette saison en Première Ligue, c'est déjà 8 buts et 4 passes D. Donc impliqué dans 12 buts en 10 matchs, Mohamed Salah. Donc voilà, lui aussi, comme d'habitude, un très grand joueur parce qu'il est régulier saison après saison. Il est encore buteur hier. Et mon père est un héros, mais Mohamed Salah est un roi. Il y a une image assez sympa d'un petit supporter de Liverpool cet après-midi. On peut le voir là dans le public, bien sûr. Ce grand fan de Mohamed Salah. Diogo Jota a tenu à afficher son soutien à Luis Diaz, dont les parents étaient kidnappés. C'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses ce week-end. On a déjà parlé en France tout à l'heure. Mais là aussi, parce que Luis Diaz, vous savez, ce joueur de Liverpool n'a pas pu jouer hier parce que c'est pour ça que Jota, quand il a marqué, il a montré le maillot de Luis Diaz parce que ses parents étaient kidnappés du côté de la Colombie. Donc les parents de Luis Diaz ont été enlevés en Colombie. La police mène l'enquête. Donc sa mère a été libérée hier, mais son père est toujours introuvable. Un hélicoptère militaire survole la zone de l'enlèvement afin de retrouver les ravisseurs qui vont demander certainement de l'argent tout simplement parce qu'ils savent que Luis Diaz il joue au football professionnel donc il a beaucoup d'argent donc ils vont aussi peut-être demander une rançon tout simplement. Donc voilà, c'est grave. Donc on lui envoie beaucoup de force bien sûr à Luis Diaz qui n'a pas bien sûr pu jouer ce match hier parce que voilà ce qui se passait dans sa famille. Donc la police colombienne promet 2 millions de pesos, ce qui vaut à peu près 10 millions d'euros à toute personne donnant des informations permettant de retrouver le père de Luis Diaz victime d'un kidnapping. Quant à elle, la mère du joueur a été secourue cette nuit. Elle va bien, en pleine santé à sa mère, mais c'est son père qui est toujours dans les bras des ravisseurs tout simplement. Donc voilà ce qui s'est passé. On envoie beaucoup de force bien sûr aux joueurs colombiens. On espère que tout se finisse bien. On va parler d'Arsenal contre Sheffield United et Arsenal Manita 5-0. Un but de Vieira, un but de Tomiyasu, donc le japonais, et un triplé de Nketiah. Gros match de sa part, élu homme du match, bien évidemment. Les stats du match, bon, ça a été un match totalement pour Arsenal. Sheffield, c'est compliqué, aucune frappe cadrée, ils sont bons derniers. Voilà, s'ils continuent, ils vont descendre. Je ne sais même pas s'ils ont aussi peut-être gagné, enfin j'en sais rien, mais je sais qu'ils sont derniers. Ils enchaînent défaite sur défaite, bref. Et pour revenir les gars sur Arsenal, Nketiah en chef de file avec son triplé. Donc il vient d'inscrire tout simplement son premier triplé du côté du championnat anglais. On le félicite, il a pu repartir avec le ballon qui a été signé, bon là on voit pas les signatures mais qui a été signé par tous ses copains du côté de Arsenal. Et toujours avec Arsenal, il y a une petite info aussi concernant Bukayo Saka. On peut voir ce qu'il avait là sur
sur le bras, le brassard de capitaine. Et la première fois qu'il est capitaine. Donc en octobre 2023, Saka, capitaine d'Arsenal pour la première fois. Donc on est très content pour lui parce qu'il le mérite, bien sûr, le jeune Bukayo Saka. On continue Chelsea contre Brentford et c'est Brentford qui s'est imposé 2-0 grâce à Pinnock et Mbeumo en toute fin de match. Chelsea, pourtant qui restait sur 4 matchs sans défaite, voilà, ça allait un petit peu mieux. Puis voilà, ils retournent dans leur travers, cette équipe de Chelsea. 17 tirs pour Chelsea, seulement 2 tirs cadrés, 15 frappes hors cadre. C'est là que ça pêche. Il leur faut un 9 devant, un finisseur, un gars qui est précis, parce que là c'est pas possible de faire autant de frappes hors cadre, alors que Brentford, les gars, c'est seulement 7 tirs, 10 tirs de moins que Chelsea, mais 5 tirs cadrés de but. Voilà, donc quand tu as des attaquants qui marquent, ça fait la différence au tableau d'affichage. Et le blues continue pour Chelsea, parce que j'ai dit, ils restaient sur 4 matchs en perte, puis là, du coup, ils auront perdu. Et surtout, Brentford, on a l'impression que c'est leur bête noire. Pourquoi? Parce que Brentford s'impose à Stamford Bridge pour la 3e saison consécutive. Les 3 derniers Chelsea-Brentford, Brentford est parti chercher a pris les 3 points du côté de Stamford Bridge. Ça, c'est très moyen, bien sûr, pour Chelsea. Et côté Brentford, l'ancien Troyen, Bryan Mbeumo, a de très belles stats en PL. Donc il a joué 10 matchs en première ligue pour 6 buts et 2 passes D. Il a été buteur hier, le deuxième but de Brentford, c'est lui qui l'a inscrit, donc félicitations à lui. Pas mal, surtout dans le championnat anglais. Et Chelsea, j'ai dit, avec cette défaite, c'est quoi les prochains matchs? Regardez gros le programme qu'ils ont. Donc Tottenham qui est actuellement leader. Ensuite, ça sera la réception de Manchester City. Une très grosse équipe. Ensuite, ce sera Newcastle, Brighton et Manchester United. Donc voici les 5 prochaines rencontres de Chelsea en première ligue. Voilà, il prépare très mal tous ces matchs-là avec la défaite hier 2-0. Newcastle joue du côté de Wolverhampton, 2 partout entre ces deux équipes. On peut voir tous les buteurs du match. Donc voilà les statistiques aussi de cette rencontre. Il y avait un Aston Villa contre Luton Town et Aston Villa s'est imposé 3. Notez que Moussa Diaby a été buteur, l'ancien joueur du Bayer Leverkusen. Félicitations à lui et surtout Aston Villa, c'est quand même incroyable parce que aussi ils ont une très belle stat. Donc à domicile, Aston Villa reste sur 12 victoires consécutives à domicile. Je crois que c'est historique du côté d'Aston Villa. 12 victoires d'affilée à domicile pour cette équipe avec cette nouvelle victoire hier 3-1 contre Luton Town. Tous les autres résultats, il y a quel match j'ai pas parlé? Tiens, Everton qui a pris 3 points très importants du côté de West Ham 1-0. Il y a Brighton qui a fait un partout contre l'équipe de Fulham. Bournemouth s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Burnley. On a parlé de Tottenham, on avait parlé, vous avez joué vendredi. Donc voilà, c'est tous les résultats de cette journée. Le classement, ça donne quoi? Donc Tottenham toujours en tête devant Arsenal, City et Liverpool. Après il y a Aston Villa. Puis après il y a un creux quand même parce qu'on passe de 22 à 17 points entre le 5e et le 6e. Il y a quand même 5 points d'écart. Bon, ça se rattrape vite, mais bon, quand même 5 points, c'est déjà pas mal. Donc voilà, Manchester United 8e, Chelsea 11e. Et Sheffield, tiens, qu'on parlait tout à l'heure, et non, ils n'ont pas gagné, je ne sais pas qu'ils ont gagné, non, ils ont fait 10 matchs, 0 victoire, 1 nul, 9 défaites. Ils ont déjà pris 29 buts, moins 22 en différence de but. C'est très compliqué pour eux de se maintenir. On quitte l'Angleterre, direction l'Espagne, c'est passé aussi beaucoup de choses et il y avait ce match les gars, le Classico bien sûr, le Barça contre le Real Madrid. J'ai regardé la rencontre, j'ai fait un débrief sur mes deux chaînes Barça et Real. Donc là on va revenir avec quelques infos. Donc tout d'abord ça a été le festival Jude Bellingham, il sort le match avec un doublé contre un but de Gundogan, le Barça menait 1-0. Et le Real a su revenir et gagner le match en toute fin de match. Donc les stats, c'est quasiment pareil. C'est l'équipe qui a été plus efficace, plus précise, on peut dire, devant le but adverse. L'équipe du Real Madrid, parce que le Barça a eu des occasions pour mettre le 2-0. Ils n'ont pas réussi. Puis du coup, le Real Madrid est revenu grâce à Jude Bellingham. Magnifique frappe. Puis après, un but un peu chanceux, le deuxième but. Mais voilà, ça fait but. Et du coup, ça fait un résultat de 2-1. Et officiel pour son premier Classico, Jude Bellingham est élu homme du match. Et c'est fou. Voilà, donc c'est fou ce qu'il réalise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'il est en train de réaliser du côté du Real. On n'a jamais vu ça depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo du côté de Madrid. C'est un recrue qui a coûté très cher. Mais personne du côté de Madrid pensait qu'il allait être autant décisif qu'il l'est. Tout le monde savait que c'était un très grand joueur. Mais autant être décisif comme ça, doubler l'heure du Classico avant-hier, c'est fou ce qu'il est en train de réaliser. Donc voilà, une petite photo de lui avec Léo Messi à l'époque, qui avait fait aussi cette célébration, mais du Bernabeu, aux côtés du Bernabeu, il avait été buteur, le joueur blaugrana. Bref, on revient sur Bellingham. C'est incontestable, cet homme est la meilleure recrue de ce mercato estival 2023, certainement. Il y a peut-être lui et Harry Kane, je pense, les deux meilleurs renforts qui ont changé de club, qui sont le plus performants lancés en Europe. Et Bellingham, on revient les gars déjà sur le but égalisateur. C'est quoi cette frappe qu'il a envoyée? Donc il récupère le ballon, regardez là, je sais pas, il est peut-être à 25 mètres et il envoie une grosse chiche tout simplement. Ou Ter Stegen, je pense il a été pas mal critiqué Ter Stegen parce qu'il y en a qui disent qu'il aurait pu l'arrêter. Bon, après il l'a pas arrêté. Il y a des gardiens, je pense, qui auraient pu arrêter cette frappe. Mais bon, elle était très compliquée parce qu'elle arrivait très vite, bien sûr, de la part de Jude Bellingham. Et il réel ce mec, Haaland, qui a regardé le match devant sa télé, regardez sur la story d'Haaland. En gros, il réel ce mec en parlant de Bellingham, son ancien copain, bien sûr, parce que les deux avant évolué du côté du Borussia Dortmund.
Et toujours avec Bellingham, donc il devient le premier joueur du Real Madrid à inscrire un doublé pour son premier Classico depuis 1947, depuis 76 ans exactement. Donc là aussi, elle est exceptionnelle, cette statistique. Donc il a marqué le premier but, je le dis, avec une grosse frappe et le deuxième, où il met un petit pont, enfin avec un peu de chance tout ça, parce que Carvajal sent, puis Inigo Martinez, enfin Modric la touche avec vraiment, ça passe juste au-dessus d'Inigo Martinez pour que Bellingham la mette entre les jambes de Ter Stegen. Il n'y a pas hors-jeu, le but est totalement valable. Et ses stats, c'est 13 matchs, 13 buts, 3 passes D. Il y a seulement un joueur, les gars, qui avait réussi à marquer 13 buts en 13 matchs du côté du Real, c'est Ronaldo. Donc en gros, il fait pareil que Cristiano Ronaldo, alors que Bellingham joue un peu plus en retrait sur le terrain, il est plutôt numéro 10, alors que Ronaldo était quasiment devant quand il joue au Real. Donc voilà, c'est fou les statistiques. Et bien sûr, donc 13 buts au Real, donc 10 en Liga, c'est pour ça que c'est le meilleur buteur, et 3 en Ligue des Champions. Voilà, parce qu'en Liga, c'est actuellement le meilleur buteur, Bellingham devant Griezmann ou même Lewandowski, donc, alors que lui, il joue pas numéro 9. C'est fou, Et regardez ce qu'a pu mettre Vini Junior, Jude Bellingham 5 égale Cristiano Ronaldo, voilà ce qu'il a pu mettre en commentaire. Vini sur le poste de Jude Bellingham. Et Bellingham, il a mis cette photo, les gars, sur ses réseaux sociaux. Pourquoi? Donc Bellingham qui fait référence aux Beatles, alors que les joueurs du Barça portaient un maillot en hommage aux Rolling Stones. C'est pas le même groupe de rock. Beaucoup trop fort le chambrage. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a mis ça. Les Beatles, voilà, qui passent sur un passage clouté. Et ça, ce classico, c'était par rapport au Rolling Stone, voilà, qui était invité. C'est pour ça qu'il y avait une bouche et l'emblème des Rolling Stones sur le maillot du Barça, pour voir qu'il y avait le magnifique tifo, bien sûr, avec cette bouche là, cette bouche des Rolling Stones, leur emblème. Donc dans le stade de Montjuic, parce que vous savez que le Camp Nou est en rénovation actuellement. Et côté Barça, les gars, donc le Barça qui restait sur beaucoup de matchs en perte, il restait sur une série de 13 matchs sans défaite, le FC Barcelone. Ils ont perdu. Ils avaient tout gagné, même pas un nul à domicile cette saison. Voilà, premier accro pour eux avec cette défaite. Et Gundogan, pourtant, il avait lancé le Barça parfaitement au bout de 6 minutes de jeu, buteur. Il ouvre son compteur de but, c'est son premier but du côté du FC Barcelone. Et ce joueur a déjà inscrit donc des buts dans le Der Klassiker, donc du côté entre Dortmund et le Bayern quand il joue à Dortmund. Manchester, le derby de Manchester United et Manchester City, il a été buteur avec City. Et là le Classico, donc voilà, il a déjà inscrit des buts dans des grands matchs, on va dire, très prestigieux. Et Gundogan, après la défaite du Barça au Classico, je ne suis pas venu ici pour perdre ce genre de match. J'aimerais voir plus de colère et de déception, parce qu'il dit que dans le vestiaire, après, il n'y avait pas assez de colère. On a l'impression que les joueurs, en gros, ils n'étaient pas déçus. Alors que lui, bien sûr, ça passait pas. Non, lui, il était très très déçu après la défaite du Barça. Il a également dit sur son réseau Twitter, bref, quel résultat inutile hier, tellement frustrant. Nous devons faire un grand pas maintenant et en tirer des leçons de cette défaite contre le Real Madrid. Gavi était très ému après la défaite du Barça dans le Classico. Il a fait un gros match, Gavi. Vraiment, il a fait une grosse prestation. Ça a été l'un des meilleurs, peut-être avec Gundogan et avec peut-être Araujo. Mais voilà, il était en pleurs à la fin du match. Le jeune Gavi. On va parler du jeune Lamine Yamal qui a commencé sur le banc, il a joué peut-être les 20 dernières minutes, mais il est devenu tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un Classico à seulement 16 ans et 107 jours. Il a déjà joué un Classico. C'est fou bien sûr ce qu'on est en train de réaliser. Le jeune Lamine Yamal. Et c'était très chaud aussi dans le match. Par exemple, Ferran Torres, les gars, il a fait un plaquage de rugby sur Vini Junior. Et c'est vrai qu'à chaque équipe aurait pu avoir un penalty. Là, par exemple, faute, vraiment faute. Ça aurait dû être sifflé, faute d'Araujo sur Camavinga, c'est penalty, il y avait un partout. En première période, il aurait dû avoir aussi un penalty pour le Barça sur une faute de Tchouaméni sur un corner où il prend à la gorge Araujo. Donc là, il y aurait dû avoir penalty. Bon, vu qu'il y aurait dû avoir un penalty chacun, aucun n'a été sifflé par l'arbitre de la rencontre. Et on va parler juste de Camavinga, les gars, parce qu'il a commencé sur le banc. Il est rentré en cours de jeu, défenseur gauche, et il a totalement changé la donne. Voilà, bon, Bellingham a mis les 2 buts, mais t'as senti quand il est rentré, les gars, qu'il se passait quelque chose du côté de Madrid. Et Vini Junior, durant son changement pendant le Classico, un vrai gamin. Donc déjà, on peut voir qu'il fait comme ça avec sa bouche par rapport à l'emblème, vous savez, des Rolling Stones. Et il a chambré beaucoup, il a mis beaucoup de temps à sortir parce qu'il chambrait tout simplement l'équipe du Barça. Vini Junior. Et un supporter du Real après l'égalisation de Bellingham, donc il était dans le public des supporters du Barça, il a fait la célébration de Jude Bellingham et s'est retourné devant le public tout simplement du FC Barcelone. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce Classico, j'en parlerai encore beaucoup les gars sur mes 2 chaînes Barça et Real aujourd'hui. Il y avait un Atlético Madrid contre Alaves hier et l'Atlético s'est imposé 2-1. Riquelme et Morata ont été les 2 buteurs côté Atlético, donc parfait pour eux. Et Atlético actuellement c'est une équipe qui va bien. Vous voyez pas, l'Atlético c'est la seule équipe à avoir mis une défaite au Real Madrid cette saison. Le Real Madrid a fait un nul, Séville
une défaite. Atlético, sinon ils ont tout gagné. Donc voilà pour vous dire. Et l'Atlético reste quand même sur 6 victoires d'affilée en Liga. Ils ont un point d'avance sur le champion Barcelone 3e après avoir joué un match de moins. Donc voilà, tout d'abord, tous les résultats de cette Liga. Séville a fait 2 partout contre Cadix. Betis Séville s'est imposé 2-1 contre Osasuna. Bilbao fait 2 partout contre Valence. Voilà, pour parler rapidement d'autres matchs. Et le Real Madrid actuellement en tête avec l'équipe de Girone, 28 points. Et l'Atlético, 3e, 25 points. Mais l'Atlético a un match en retard. Donc si l'Atlético s'impose, ils prendraient 3 points, donc ils seront au même niveau que le Real et Girone, 28 points. Mais ils ont une meilleure différence de but, ce qui veut dire qu'ils seraient leaders, l'Atlético. S'ils gagnent leur match en retard, ça sera un match contre le FC Séville. On continue, on prend la direction cette fois-ci de l'Italie. On commence avec le Naples AC Milan qui avait lieu hier soir. 2 partout entre ces deux équipes. Politano et Raspadori ont été les 2 buteurs côté napolitain contre un doublé d'Olivier Giroud. A noter que l'AC Milan menait 2-0 à la mi-temps. Ils se sont effondrés, ils ont pris 2 buts en l'espace de 13 minutes. Et du coup, ça fait 2 partout. Les stats de la partie lors de ce match hier est doublé de Giroud, les gars, avec l'AC Milan, et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été buteur. Son dernier but, c'est quand c'est marqué, donc le 1er septembre, la dernière fois qu'il est marqué 1er septembre, on est quand même quasiment début novembre, enfin après-demain on est début novembre, donc voilà, ça faisait plus de 2 mois qu'il n'avait pas marqué, et il a été buteur, même double buteur. Donc voilà, même à 37 ans, il n'est jamais mort tout simplement, Giroud. Et en inscrivant un doublé contre Naples, Giroud devient le premier joueur français de 37 ans à inscrire un doublé dans les 4 gros championnats européens. On enlève la Ligue 1 bien sûr. Donc voilà, on félicite bien sûr Giroud, toujours présent malgré ses 37 ans. Il a été très déçu lui et Léao parce qu'ils n'étaient pas du tout contents de sortir contre Naples. Ils sont sortis en fin de match. Et Léao a demandé à Pioli la raison de ce changement. Pourquoi je suis changé. Et Giroud est resté assis sur la glacière mécontent. Voilà, parce qu'il a fait des changements. Puis les deux sont sortis, puis ils n'ont pas du tout compris les choix de Pioli. On va parler de l'Inter qui jouait contre l'AS Roma. C'était le retour de Lukaku du côté de l'Inter. On sait que ça était très chaud. Bref, et son équipe s'est inclinée, l'équipe de Lukaku. Donc 1-0 du côté de l'Inter. Marcus Thuram, l'unique buteur. Tiens, on parlait de Giroud, buteur français. Thuram aussi buteur, en plus seul buteur du match. Ça donne 3 points pour l'Inter. Donc a dominé, plus de 19 tirs, mais seulement 3 tirs cadrés. Heureusement, l'AS Roma, les gars, c'est seulement 3 tirs, une frappe cadrée dans le match. Ça a été un très triste AS Roma hier. Et l'Inter, logiquement, s'est imposé 1-0 grâce à, à Marcus Thuram. Il a déjà inscrit son 4e but cette saison en Serie A. Félicitations lui, l'Inter, les gars, ça va plutôt bien. 8 victoires, 1 nul, 1 défaite cette saison en championnat. Donc actuellement, je trouve que c'est eux les leaders du championnat italien. La Juventus Turin contre Hellas Vérone. La Juventus s'est fait peur, mais la Juventus a gagné 1-0. C'est Cambiasso, buteur à la 96e minute de jeu. On ne restait plus rien, il a été buteur, il donne 3 points très importants à la Juventus Turin. Plus de 30 tirs, ils ont tenté 30 fois, ils n'arrivaient pas à marquer sur leur dernière frappe. La 30e en gros, ils ont réussi enfin à mettre ce but grâce à Cambiasso. Donc ça a été un match à sens unique. Puis l'AS Vérone a failli prendre un point, mais non, c'est bien la Juve qui prend les 3 points. Et Moskin, les gars, avait marqué un magnifique but. Donc il a inscrit un sacré but avant de se le faire refuser pour une position de hors-jeu. Voici ce hors-jeu, les gars. Donc c'est une question de millimètres. C'est son talon qui est hors-jeu, talon de chaussure. Donc je sais pas, peut-être 2 ou 3 millimètres, les gars. Et du coup, le but n'a pas été valable. Voilà, c'est dommage pour Moskin qui avait marqué un seul but. On va parler de ce match, un match totalement fou les gars. Cagliari contre Frosinone, de 4-3 pour Cagliari, mais Frosinone menait 3-0. Ils gagnaient 3-0, ils ont perdu 4-3. Donc immense remontada de la part de Cagliari. Donc voilà, concernant cette rencontre complètement folle. Donc 3-0, 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, la 4. En plus ils ont marqué le 3-3, ils ont égalisé à la 94e minute de jeu. Et ils ont gagné à 4-3 à la 96e minute de jeu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça a été une fin de match folle. Tous les autres résultats du côté de l'Italie, je parle de quasiment tous les matchs, mais Monza, Udinese, un partout. Il y a qui que je n'ai pas parlé, Lecce contre Torino, 1-0 pour le Torino. Aujourd'hui, 2 affiches, l'Atalanta du côté de Empoli, Lazio contre la Fiorentina ce soir à 20h45, on parlera de ces résultats. Demain, le classement, l'Inter en tête devant la Juve, l'AC Milan 3e et Naples 4e. Quasiment les plus grosses équipes italiennes sont en tête, à part l'AS Roma qui est peut-être 8e. Donc voilà, concernant ce qui se passe du côté de l'Italie. Et on finit bien sûr le top 5 des championnats avec le championnat allemand et on commence avec le Bayern, donc là aussi un match fou du côté de Munich contre Darmstadt, donc 8-0, mais ce qui est fou c'est qu'il y avait 0-0 à la mi-temps, à la mi-temps et le Bayern a marqué 8 buts en seconde période. Là ils ont commencé à jouer, puis après ça a été le festival. Bon, après il y a eu pas mal de rouges, Kimmich a pris un rouge au bout de 4 minutes de jeu et Darmstadt a pris 2 rouges, 21e et 41e minute de jeu, c'est-à-dire qu'ils ont joué toute la deuxième période avec un joueur en moins, ils ont joué à 9 contre 10 et là ça a été le festival pour le Bayern, 8 buts en une mi-temps, ça fait beaucoup. Donc le Bayern c'est 28 tirs, c'est 16 tirs cadrés, sur la moitié de leur frappe cadrée, ça a fini au fond des filets. Il y a comme 8 arrêts du gardien de Darmstadt, ce qui est beaucoup comme 8 arrêts, sinon le score a pu remonter peut-être à 10-0 lors de cette rencontre et le grand 8 tout simplement
simplement pour le Bayern Munich. Et un but les gars d'Harry Kane, parce qu'Harry Kane, je parlais de Bellingham, mais peut-être là aussi la plus grosse recrue, deux grosses recrues qui sont très performantes, Bellingham et Harry Kane. Donc il a marqué un but de là les gars, il a marqué un but du milieu de terrain de son propre camp, dans le rond central tout simplement, et le gardien était avancé, du coup ça fait but. Je me souviens, il y a un joueur de Metz qui en avait marqué un contre Monaco, là, je crois que c'était la semaine dernière, puis là c'est Harry Kane qui en a marqué un comme ça ce week-end. Et Harry Kane avec le Bayern cette saison, toute compétition confondue, c'est 13 matchs, déjà 13 buts et 7 passes D, il est décisif sur 20 buts en 13 matchs, un sacré prétendant au Ballon d'Or bien évidemment, s'il gagne, enfin s'il fait une belle saison avec le Bayern, Ligue des Champions, pourquoi pas s'il va loin. Après il y a l'Euro qui va jouer aussi beaucoup pour le Ballon d'Or, c'est que l'Angleterre est une équipe qui peut aller loin. Oui, il y a des chances, on verra. Bellingham aussi, on sait qu'il y a Bellingham, tout ça. Tout est jouable quand tu as des stats comme ça. Et si on rajoute aussi club plus sélection avec l'Angleterre, donc 16 matchs, 17 buts et 8 passes D. Voilà, c'est stats depuis le début de la saison, Bayern et Angleterre confondus. On va parler de Joshua Kimmich. Donc il a pris un carton rouge, son premier carton rouge de sa carrière. Il a joué 496 matchs, il avait pris 0 carton rouge, il en a pris un en l'espace de 4 minutes. Je sais même pas ce qu'il a fait, j'ai pas vu ce qu'il a fait. Bon, il a dû faire un gros tag je pense pour prendre un rouge cash en plus au bout de 4 minutes de jeu. Donc voilà, il sera suspendu les prochaines rencontres. On va parler de Neuer les gars, qui a commencé titulaire, et la dernière fois qu'il avait été titulaire c'était le 12 novembre 2022, soit 350 jours. Il a commencé titulaire, lui qui a été blessé après la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Il a fait une blessure au ski, donc voilà, ça fait plaisir bien sûr de le revoir. Il a dit: je n'ai jamais pensé à prendre ma retraite malgré sa blessure. Non, absolument pas, il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai toujours eu l'envie de revenir. Il a fait son retour dans les cages du Bayern pour le match ce week-end. On va parler de Thomas Müller, l'infatigable. Donc il est entré en jeu à la 65e minute, puis il est en plein dans le festival du Bayern. Donc déjà 4 minutes après, passeur D. Ensuite 2 minutes après, buteur. 5 minutes après, passeur D. Voilà, donc incroyable bien sûr, Thomas Müller. On continue avec Leipzig, on a parlé du 8-0, mais Leipzig c'est 6-0. Il y a des scores complètement fous du côté de l'Allemagne. Donc 6-0 contre Cologne, et du coup ça fait un gros résultat. Et les Leipzig, on sait que ça joue très très bien. Donc les stats, 24 tirs, 13 tirs cadrés. Il se passe toujours, il y a beaucoup de buts comme à chaque fois du côté de l'Allemagne. Là aussi il y a encore 6 buts dans la rencontre entre Francfort et Dortmund. Donc mené 2-0 puis 3-2, l'équipe de Dortmund arrache, on va dire, le match nul. 3 partout, on peut voir tous les buteurs. Tiens, Youssouf Moukoko, je crois que j'en ai parlé hier, qui jouait très peu. Et il a été buteur, ça va lui faire du bien. Sabitzer, Brandt, voilà, c'était buteur. Fares Chabi, tiens, l'ancien joueur de Toulouse, premier but pour lui du côté de Francfort. Les statistiques de la partie avec beaucoup de buts au final. On va parler aussi, tiens, du Bayer Leverkusen qui joue contre Fribourg, victoire 2-1 du Bayer Leverkusen, et 9 matchs, 8 victoires, 1 nul, 27 buts inscrits pour cette équipe du Bayer Leverkusen qui tourne très fort. On va parler aussi de Union Berlin qui joue du côté du Werder. Union Berlin s'est incliné encore 2-0. Pourquoi encore? Parce qu'il reste sur quand même 10 défaites d'affilée. Union Berlin, leurs 10 derniers matchs, c'est 10 défaites. Ils sont qualifiés en Ligue des Champions, on sait que c'est compliqué, ils ont perdu déjà leurs 3 matchs de LDC, mais aussi 7 matchs de championnat. Donc voilà, c'est très compliqué pour l'équipe actuellement où joue Bonucci. Tous les autres résultats du côté de l'Allemagne voilà, concernant cette journée et le classement. Donc les Leverkusen avec ce début de saison canon, ils sont en tête devant le Bayern Munich, 2 points derrière. Donc Stuttgart 21 points, Dortmund 21 points, Leipzig 20 points et Hoffenheim 18 points. Puis après il y a un creux de 4 points avec l'équipe de Francfort à la 7e position. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire dans les 5 gros championnats européens. Et on finit très rapidement, on est déjà 42 minutes de vidéo, avec le Ballon d'Or, parce qu'aujourd'hui c'est la cérémonie du Ballon d'Or. Et c'est ce soir les gars, donc voilà, bon, on sait tous, ça va être Messi. Regardez, même le coiffeur de Messi félicite l'Argentin pour son 8e sac, parce que Messi s'est fait beau, il s'est fait un petit peu beau gosse, il a coupé la barbe, tout ça, une nouvelle coupe de cheveux, parce que ce soir il a été à la cérémonie, et c'est son barbier, son coiffeur qui l'a dit, regardez ce qu'il a pu mettre son barbier, le plus grand prêt pour demain, une journée particulière où il remportera son 8e Ballon d'Or. Merci Léo de m'avoir toujours fait confiance et de m'avoir donné la bénédiction de réaliser peut-être la coupe plus vue de ma carrière, parce que voilà, Messi ce soir il va recevoir le Ballon d'Or, et voilà, son barbier les gars confirme, parce qu'il a parlé avec Messi vu qu'il lui a coupé les cheveux, voilà, qu'il va bien remporter bien sûr ce Ballon d'Or ce soir. Et concernant Bellingham, il va remporter le trophée Copa ce soir, et à ce qui paraît il va être très bien classé, j'ai pu voir au Ballon d'Or, peut-être dans le top 10 on verra. Donc il va remporter le trophée Copa et le trophée Golden Boy qui sera décerné dans quelques jours. Donc voilà, concernant cette cérémonie on en parlera beaucoup demain. Donc voilà les gars, ce long épisode après vous avez vu tout ce qui s'est passé comme ce week-end. J'étais obligé bien sûr de tout parler. Donc j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. À plus tard.